Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous RFI France 24 avec Frédéric Rivière. Nous recevons Marisol Touraine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste d'Indre-et-Loire et vous êtes amenée à de hautes fonctions. Dans le prochain gouvernement, vous êtes fille du sociologue Alain Touraine, normalienne, agrégée de sciences sociales et maître de requête au Conseil d'État. Et vous avez longtemps travaillé auprès de Michel Rocard à Matignon. Première question, comment analysez-vous la victoire de François Hollande ? Certains disent qu'elle est courte, 51,6%. Est-ce que c'était plus un rejet de la droite, comme le disent certains, qu'un vrai désir de gauche et de François Hollande? Je n'ai aucun doute qu'il y a eu dimanche dernier l'expression d'une véritable adhésion à un autre projet politique que celui qui a été porté au cours des 5 dernières années. La victoire est là, elle est sans appel et d'ailleurs personne ne la conteste. Elle va donner un élan au pays pour l'engager sur la voie d'un changement de politique. Je crois que ce qui a joué au cours de la campagne électorale et dimanche dernier au moment du vote, c'est l'aspiration à davantage de justice. Le maître mot de ce vote, c'est celui de justice. Tout le monde sent bien que notre pays a besoin d'être redressé, qu'il a besoin d'être remis sur des rails de croissance économique notamment. Chacun sait bien que la situation est difficile et que tout ne sera pas possible, mais chacun a la volonté que les efforts demandés le soient à ceux qui ont les moyens de le faire. Un petit mot peut-être sur le style des premiers jours du président élu. On voit tout de même que François Hollande a envie de soigner cette image de président normal dont il avait parlé pendant la campagne. Il se promène à pied, il va à la rencontre des gens. Hier, après avoir été à une exposition, il est passé par la boulangerie acheter sa baguette. C'est une manière de rupture pour lui dans le style ? C'est la façon de marquer aussi de son empreinte ce début de mandat et de le marquer ce mandat avec sa personnalité, simplicité, sincérité. Il l'a dit d'ailleurs puisqu'il nous a reçus hier, enfin toute l'équipe de campagne, il nous a appelé à cet effort de simplicité, à rester ce que nous sommes et lui entend rester ce qu'il est, ce qui ne signifie évidemment pas qu'il n'a pas conscience de la lourdeur et de la responsabilité de sa charge. Mais on peut être pleinement président de la République tout en adoptant un style de proximité et de simplicité. C'est vrai que le style, vous le dites, on peut le garder, oui. On peut garder la simplicité. Cela dit, en France, il y a une tradition de monarchie élective. On a ces beaux bâtiments historiques issus de la monarchie, etc., ou de l'Empire. Est-ce que, dans le fond, quand même, tout ce décorum n'incite pas à un moment à lâcher prise et à se laisser emporter dans le décorum, dans les... Je ne crois pas. Un président de la République en France, ça reste quelque chose presque d'inatteignable. Vous savez, les lieux de pouvoir sont toujours, dans tous les pays, des lieux chargés de symboles, même s'il n'y a pas de monarchie. La Maison-Blanche aux États-Unis est chargée de symboles et je doute qu'on approche plus facilement de la Maison-Blanche que du palais de l'Élysée, franchement. Donc l'enjeu, ça n'est pas de savoir si l'Élysée, le lieu où s'exercent les responsabilités, sont pesants. C'est de savoir si on met en place un style présidentiel, des relations avec la population qui permettent de garder le lien, le contact et de ne pas être coupé des réalités, parce que c'est cela l'enjeu, c'est moins le lieu du pouvoir que évidemment la nécessité de rester au contact de la population française. Alors juste une question, professeur Frédéric, hier vous disiez, vous avez rencontré tous François Hollande, il vous a en quelque sorte aussi, il a remercié ses soutiens en leur demandant de rester mobilisés bien sûr sur les législatives. Les gagner et à quelle hauteur, c'est la clé du changement maintenant ? Les gagner, assurément, les gagner nettement pour donner une majorité forte au président de la République, permettre que le changement se concrétise. Parce que vous avez raison de souligner que s'il y avait un doute sur la majorité, alors ce sont les mesures qui ont été annoncées, c'est la réalité même du projet de changement qui ne pourrait pas se réaliser. Je donne des exemples extrêmement simples. C'est d'une majorité forte que dépend la remise en cause de la TVA sociale. Nous ne la voulons pas et nous devons la défaire. C'est d'une majorité forte que dépend l'impulsion
l'impulsion du changement dans l'éducation nationale. Nous voulons rompre avec ce qui a été fait par le gouvernement passé en termes de réduction de postes, de démantèlement des réseaux d'aide aux enfants en difficulté. Nous avons besoin d'impulser donc de nouvelles mesures. C'est d'une majorité forte que dépend une nouvelle réforme des retraites, la garantie de l'accès aux soins, par exemple. Je voudrais qu'on parle un peu de croissance et d'Europe, puisque Oui. ça a été l'une des lignes de force de la campagne de François Hollande. Il a reçu hier le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Il reçoit aujourd'hui Jean-Claude Juncker. Le chef de file de la gauche radicale grecque, qui s'appelle Alexis Tsipras, qui est à Paris, demande à être reçu par François Hollande. Est-ce que François Hollande est en train de devenir un chef de file, lui aussi, de l'anti-austérité en Europe ? François Hollande a porté tout au long de sa campagne, et continue de le faire, l'idée que l'Europe ne peut pas en rester à une politique d'austérité et de rigueur budgétaire. On voit ce qui se passe en Grèce, on voit le rejet des partis traditionnels. Et donc si nous voulons éviter qu'il y ait une traînée de poudre populiste, extrémiste dans les pays européens, nous avons besoin évidemment de concilier redressement budgétaire, c'est une nécessité, et croissance, politique de l'emploi, volonté de... Mais on voit bien qu'il n'y a pas le même... la croissance, le mot croissance, les uns et les autres n'ont pas la même perception, oui, en tout cas la même méthode. Je constate en tout cas que ce qui était considéré comme impossible il y a quelques semaines, il y a quelques mois, puisque François Hollande était dénoncé par la droite comme portant des idées qui ne pourraient jamais être entendues en Europe, je constate donc que ce qui était impossible il y a quelque temps, aujourd'hui, devient la marque de fabrique du projet européen. Oui, et donc je crois, renégocier je le pacte, crois personne vraiment, ne le veut. Barroso a dit non, Merkel a dit non. Écoutez, il y aura des discussions. Il y aura des discussions. Il y aura des négociations. Et je ne doute pas que le sens des responsabilités l'emportera et qu'un compromis sera trouvé. Je ne vois pas comment les pays européens pourraient repousser l'idée de faire de la création d'emplois, de la croissance, un axe fort de leur engagement. On entend beaucoup de voix en Europe, y compris dans les pays dont vous avez évoqué les responsables. On entend beaucoup de voix s'élever en faveur d'un changement de politique. Est-ce que la crise grecque ne va pas finalement venir en aide à François Hollande ? À la fois cette montée d'une extrême droite, très extrême droite, et cette difficulté financière interminable qui menace vraiment là, de conduire la Grèce à la sortie de l'euro. Est-ce que ça ne vient pas en aide finalement ? Les situations de crise ne sont jamais des aides. Et on ne peut jamais souhaiter que la crise domine. L'enjeu, justement, dans les semaines qui viennent, c'est de faire en sorte que se consolide le soutien à la croissance, que se consolident des perspectives positives pour les peuples d'Europe, y compris pour la Grèce. Et vous croyez encore au sauvetage de la Grèce ? Vous croyez encore ? Est-ce qu'on peut encore déverser des milliards et des milliards à la Grèce ? Est-ce que ce n'est pas inéluctable qu'un jour, un de ces pays qui ne respecte pas, dans le fond, une rigueur au sein de leur... L'enjeu majeur, c'est la stabilité politique. Pour qu'il puisse y avoir de la recomposition économique, de la stabilité économique et financière, on a besoin de clarté et de stabilité politique. Donc ce que l'on peut souhaiter, c'est que la Grèce arrive à se constituer cette stabilité politique. Est-ce qu'il n'y aura pas un jour rapidement. un de ces pays-là qui sera amené inéluctablement à sortir de la zone euro ? Il n'y a pas de fatalité et en tout cas, on ne peut pas accepter l'idée d'une telle fatalité. L'Union européenne est un espace à la fois de solidarité et de développement. Mais vous considérez encore aujourd'hui que le sauvetage de la Grèce est une priorité et que sa sortie de la zone euro serait une catastrophe ? Je ne crois pas que l'on puisse admettre comme cela qu'un pays sorte de la zone euro avec simplicité ou facilité. Il y a un espace de croissance. C'est plus dur de l'y maintenir aujourd'hui que de l'en laisser sortir, non ? De développement politique. Et nous avons intérêt à faire en sorte que la stabilité l'emporte. Alors, il y aura un audit des finances publiques qui devrait être rendu fin juin. Selon le résultat, est-ce que vous pourrez promettre les 60 000 postes promis dans l'éducation nationale? Est-ce que si la croissance n'est pas au rendez-vous, eh bien cette promesse pourra être tenue? Nous avons pris un certain nombre d'engagements sur le quinquennat.
Donc la priorité est évidemment de mettre en place des politiques de rétablissement économique, de relance économique qui permettent à la croissance de revenir. Mais d'ores et déjà, dès la rentrée prochaine, des mesures seront prises, les premières mesures seront prises pour rompre avec la politique qui a été suivie jusqu'à maintenant dans l'éducation nationale. Et cela passe par la création de postes. Je crois que c'est un engagement fort de François Hollande. Cet engagement sera tenu, encore une fois, les 60 000 postes, c'est sur un quinquennat. Cet engagement sera tenu parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants et de notre économie. Vous savez, une économie forte, aujourd'hui, c'est une économie dans laquelle les salariés sont bien formés dès l'enfance. Et contrairement à ce que prétend et affirme la droite, la France est un pays dans lequel le taux d'encadrement des enfants au niveau de l'école primaire, en particulier, est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Vous faites figure, Marisol Touraine, de très probable futur ministre des Affaires sociales. Il n'y a que votre nom qui circule pour ce poste. Vous étiez en charge de ces questions dans l'équipe de François Hollande. Est-ce que les modalités précises du départ à la retraite à 60 ans pour les personnes concernées, que François Hollande a annoncées, sont aujourd'hui définies ? Elles l'ont été pendant la campagne. Et donc, il reste des points d'interrogation tout de même. Aujourd'hui, nous disons les choses très clairement, très simplement, comme l'a fait François Hollande au cours de la campagne, de façon très régulière. La réforme de 2010 est une réforme injuste et qui n'est pas financée. C'est-à-dire que contrairement à ce que cherche ou a cherché à faire croire Nicolas Sarkozy et a fait croire son gouvernement, la situation des retraites n'est absolument pas stabilisée dans le temps. D'ailleurs, le régime des retraites est encore aujourd'hui déficitaire. Donc nous aurons besoin de redéfinir une réforme des retraites. Mais de façon immédiate, nous voulons prendre une mesure de justice parce que la réforme qui a été faite il y a 2 ans pèse plus particulièrement sur ceux qui ont commencé à travailler. Mais nous allons engager une nouvelle réforme. Donc nous avons un projet en 2 temps. Très rapidement, nous allons permettre à ceux qui ont commencé à travailler à 18 ou 19 ans, qui ont 41 annuités de cotisation. De cotisation, c'est-à-dire de travail, les périodes de chômage, les périodes d'arrêt de maladie sont prises en compte ou pas? Non, c'est de périodes cotisées, c'est-à-dire qu'il y a une définition assez précise de ce qu'est la période cotisée. Ça inclut par exemple le service militaire. Mais donc ces 41 annuités cotisées, ces personnes-là pourront partir à 60 ans sans attendre donc 62 ans. Et puis dans un deuxième temps, mais dès l'été et dès le début de l'automne, nous engagerons des discussions, des négociations avec les partenaires sociaux pour voir comment redéfinir un cadre qui soit à la fois juste et équilibré sur le plan financier pour l'avenir de nos retraites. Donc ce poste, et sans doute vous allez accepter ce poste de Vous n'avez rien effet, c'est le président de la République qui décidera. Effectivement, Frédéric, c'est votre nom qui revient toujours. La mesure phare, ce sera les retraites, votre première mesure. François Hollande a dit clairement que dans les premières mesures qui seraient prises une fois qu'il serait installé président de la République, figurerait la possibilité pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes de partir à 60 ans dans les conditions que j'ai indiquées. Cela fera partie donc des premières mesures avec d'autres en faveur du pouvoir d'achat. Je pense par exemple à la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire qui sera décidée dans les prochaines semaines et permettra aux familles dès la fin du mois d'août de bénéficier d'une allocation revalorisée. À propos du gouvernement, quel serait selon vous le juste nombre de ministres écologistes dans le gouvernement de François Hollande? C'est un point qui ne m'appartient absolument pas de trancher. Mais ça relève d'un équilibre d'ensemble. Non, pas de trancher, mais vous pouvez avoir un avis. Non, mais c'est un équilibre d'ensemble qui relève de l'appréciation du président de la République et du Premier ministre. Mais qui doit se faire aussi au regard du score des 2,3% d'Eva Joly. Je crois qu'il a été clair que la majorité présidentielle était diverse et que tous ceux qui avaient appelé à voter pour François Hollande entre les 2 tours, comme formation politique, avaient vocation
à se retrouver dans cette majorité présidentielle s'il le souhaitait. C'est donc dans cet esprit-là, me semble-t-il, que le travail s'est engagé. Alors, le patron du MoDem, François Bayrou, donc centriste, a appelé personnellement à voter pour François Hollande. Oui, pas sa formation politique. Mais pas sa formation politique, on est d'accord. Martine Aubry a déclaré hier qu'elle mettrait un candidat face à lui, donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Et j'ai lu que vous n'étiez pas... d'accord, vous considérez qu'il ne méritait pas ce traitement. Le Parti socialiste a fait le choix qu'il y ait un candidat socialiste ou estampillé socialiste avec le soutien du Parti socialiste dans chaque circonscription. Le projet présidentiel de François Hollande sera porté dans chaque circonscription. C'est la décision qui a été prise. Oui, mais vous ne m'avez pas tout à fait répondu à votre question. Est-ce que ça vous paraît injuste comme... Ou ingrat. Ingrat. Écoutez, c'est la décision qui a été prise. Elle permettra de porter le projet présidentiel de François Hollande dans chaque circonscription. Très rapidement, la CGT estime qu'il y a un climat a priori favorable aujourd'hui pour répondre aux espoirs des salariés, des retraités, des travailleurs. Est-ce que c'est pas un poids, ça, sur les épaules, de se dire, oh là là, je vais devoir satisfaire ces attentes? Il y a la volonté de discuter, de négocier, et ça, c'est une des marques de fabrique de François Hollande, qui tient à ce que la négociation, la concertation, la consultation soit engagée. Oui, mais il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est peut-être en cela que nous avons maintenant en France un président de la République qui a été élu sous le sceau ou sous le signe du réformisme de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est la négociation qui en fait la caractéristique, la volonté de la discussion. Vous pensez que c'est un social-démocrate, Et je crois que François Hollande ? Je crois qu'en termes de formation, de parcours politique, il incarne. Je dis ça parce que la social-démocratie a pas mal échoué en Europe ces derniers temps face à la crise. Non, mais la social-démocratie, enfin, les gouvernements sociaux-démocrates. Voilà, il y a une tradition politique qui n'a jamais existé en France, ne serait-ce que parce qu'elle suppose qu'il y ait des syndicats liés à des partis très forts. Ça n'a jamais été notre cas en France, mais il faut en prendre cet élément particulier qui est la priorité donnée au dialogue, à la concertation, à la négociation. Merci beaucoup. Merci Marisol Touraine d'avoir accepté notre invitation sur RFI et France 24. Merci Frédéric. Merci. Et à très bientôt.